des amis qui sont mères de garçons et qui retentent quand même l'aventure de la maternité. Non, j'aimerais bien avoir une fille. J'aimerais bien avoir une fille pour lui offrir des livres de filles, pour lui coudre une robe. C'est comme si il y a cette notion de complicité particulière qu'on pourrait trouver. Vous voyez, cette notion de projection. Alors, bon, là, on est dans des exemples qui montrent que du coup, on perçoit l'enfant potentiellement différemment si c'est par rapport à son sexe à soi, c'est le sexe de l'enfant. Mais après, on a d'autres stéréotypes qui sont très révélateurs. Vous voyez ce qu'on appelle des poncifs dans les projections pour vous montrer que c'est un petit peu plus performatif, plus efficace dans la réalité. C'est « Ah bah il sera médecin comme papa ». Alors là l'exemple, je vous prends un petit peu au nez, il sera infirmière comme maman. Là vous voyez l'allusion aux représentations, je vous en parlerai tout à l'heure avec l'école, la représentation qu'on a des métiers aussi. Donc il y a la projection qu'on peut se faire de l'image du sexe de l'enfant, mais vous voyez qu'il prend différentes échelles. Enfin, ça va jusque projection professionnelle même. Après, vous savez que c'est plus compliqué que ça dans la réalité, mais pour vous montrer que ça se tricote dès avant la naissance, tout ça. Et la construction culturelle, vraiment. Donc ces projections, elles vont agir sur le comportement des parents. Et ça, c'est important aussi. Les attitudes, elles auront tendance à être sexuées. C'est-à-dire qu'elles vont être adaptées aux projections que ces parents ont de leur enfant sexué. Alors là, il y a énormément de recherches en sociologie, même en psychologie, qui montrent que la manière dont on tient un bébé, même ça, on ne tient pas un enfant, un bébé de la même manière si c'est un garçon ou une fille. Pas que si on est un homme ou une femme, déjà là il y a une nuance, mais c'est aussi si on a un bébé garçon ou un bébé fille dans les bras. On ne le tient pas de la même manière. Quand l'enfant pleure, l'adulte, le parent ne va pas réagir de la même manière si c'est un garçon ou si c'est une fille. Même quand il tète, l'enfant ne réagit pas de la même manière. On va davantage stimuler la tétée pour les petits garçons que pour les filles, par exemple. Pour les pleurs, on va être plus intransigeant, plus ferme avec les garçons qu'avec les filles. Vous voyez, il y a plein de petites nuances qui ont été observées. Alors, la dépendance au sexe biologique, j'entends les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le sexe du bébé et le sexe du parent qui s'en occupe, qui va rentrer en jeu. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est pour ça que là, la référence à la grammaire est pas mal, parce que vous voyez qu'on a plusieurs cases à mobiliser pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Autre exemple qui vous montre que c'est compliqué, les colères des garçons. Eh bien, on s'aperçoit, toujours dans ces travaux de recherche, je vous donnerai les noms des chercheurs si vous voulez, on s'aperçoit que quand le petit garçon fait sa colère, eh bien, on ne va pas avoir le même comportement que quand c'est une petite fille. Parce que les petits garçons, s'ils sont en colère, ça gêne un petit peu moins, ça paraît un petit peu logique par rapport à la représentation qu'on peut avoir des garçons. Je vous donne une explication un petit peu basique, mais c'est ce qu'on vérifie. Alors qu'une petite fille qui fait une colère, on va lui dire, mais arrête de faire ton hystérique. Non, je caricature un petit peu, mais pas tant que ça. Regardez bien autour de vous, et on n'est pas conscient, même quand on est parent, je pense que voilà, on n'est pas forcément conscient non plus de l'impact de ces paroles, de ce comportement. Quand un petit garçon pleure, vous n'avez jamais entendu le « mais arrête de faire ta fillette là » alors que quand la fille pleure, vous voyez la différence de comportement. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que si c'est papa qui est devant la petite fille qui pleure, ou papa qui est devant le petit garçon qui pleure, et après, hop, on inverse, c'est maman qui est devant le petit garçon qui pleure, et maman qui est devant la petite fille. Vous voyez toutes les possibilités? Mais on s'aperçoit que c'est très normal, finalement. Les études montrent que les comportements sont quasiment toujours les mêmes. C'est ce qui explique la transmission, qui n'est pas forcément consciente, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on explique aux gens, mais dans l'attitude, il y a une transmission des rôles, des attributs, des sexes sociaux qui est faite.
On s'est rendu compte aussi, ça c'est peut-être un peu plus les psychologues, que les garçons, quand ils sont petits, on les stimule davantage au niveau moteur. Les filles, au niveau du langage. L'enjeu, c'est bien entendu, je cherche à vous montrer ça aussi, que si on stimule les garçons davantage au niveau moteur, c'est pour qu'ils soient plus autonomes. Les filles, si on les stimule davantage au niveau du langage, c'est pour les façonner, les encourager à être le plus sociable possible, à favoriser des relations harmonieuses. Là, ce genre d'idée, ça remonte aux travaux de Elena Gianni Bellotti du côté des petites filles qui est publié en 73. Donc vous voyez, c'est quand même les 30-40 ans qu'on réfléchit à ces problématiques au niveau psychologique et sociologique. Donc, on voit bien qu'en stimulant la dimension du langage chez les petites filles, on les prépare à une construction maternelle, à devenir des mères responsables d'une famille harmonieuse. On les entraîne, mine de rien, déjà, à devenir des femmes. Alors quand on va quitter un petit peu l'enfance, les enfants grandissent, on va revenir, vous avez vu petit ours brun, je ne peux pas mentir. Mais là, une petite version accélérée, les enfants grandissent, et bien qu'est-ce qu'on observe? On observe que les garçons vont être stimulés au niveau des activités avec des jeux collectifs, des jeux qui mobilisent une force physique. Et les filles, évidemment, c'est à partir de ce constat que l'ouvrage de Baudelot et Stablet, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, non? C'est appelé « Allez les filles ». Ils ont démontré que les garçons, on les stimule à être compétitifs, à être collectifs, à être forts, à avoir un esprit de vainqueur, si vous voulez. Et les filles, on les socialise vers l'adolescence, vers les activités calmes. Hein, toujours cette idée d'harmonie, de douceur, de sérieux. Là, vous allez voir avec les chiffres, on retrouve l'efficacité de cette construction, de cette transmission des rôles. On va les féliciter, les jeunes filles, si elles sont sages, si elles sont sérieuses. Donc, mine de rien, on les pousse à adopter ce type d'attitude. À l'adolescence, les sociologues ont remarqué que les jeunes hommes, eh bien, ils ont beaucoup moins de difficultés, on va dire beaucoup plus de facilité à sortir avec leur père, avec leurs amis, père PAIS, avec leurs amis, ils sortent. Les filles, en revanche, elles vont être davantage mobilisées pour les tâches domestiques. On va les encourager davantage à s'investir dans l'univers scolaire, dans la culture scolaire. Vous voyez, c'est ce qu'on arrive à observer avec un travail systématique. Bon, ce qui est très important, là j'insiste dessus, c'est que cette dimension éducative à l'échelle de la famille, elle n'est pas forcément consciente. Bon, même s'il y a des travaux qui sortent, donc on commence à l'entendre et à essayer de changer les choses. Hein, faut pas... Mais il n'y a pas que la famille. Mais il n'y a pas que la famille qui va nourrir l'enfant dans sa construction de rôle. On a autre chose que... on a l'entourage familial qui va être aussi déterminant, mais pas forcément dans le même sens que les parents. C'est là où c'est très rigolo. Premier point, on va revenir au choix du prénom. Le choix du prénom, il est lié au sexe. En général. Oui, les prénoms mixtes, bien sûr. Je suis bien placée pour savoir. J'aurais dû être un garçon. Vous voyez la parenthèse pour montrer que le choix est déterminant. Donc on a vu que l'enfant est inscrit dans une filiation avec ce prénom, mais il est également inscrit dans la société, parce que votre prénom vous rattache à un genre. Et donc, il va avoir un impact, ce prénom, sur l'entourage des parents, sur les amis, famille éloignée, bref, toute la société, hein, les gens qui sont amenés à rentrer là.
Donc, qu'est-ce que font les enfants, les amis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On offre des pyjamas rose ou bleu, on décore la chambre en rose ou bleu. Même si ces idées ont l'air un petit peu éculées, eh bien, concrètement, c'est toujours d'actualité. Je vais vous montrer tout à l'heure avec les bonbons Kinder. Mais pour l'instant, on va rester dans les idées un petit peu, rester focalisé sur l'entourage. On va revenir aux premières autres types sources d'influence sur les enfants quand ils sont tout petits. Il n'y a plus de surprise puisque vous l'avez vu tout à l'heure. C'est les albums pour les enfants en bas âge. Donc là, je vous ai fait une petite sélection qui pourrait sembler ne pas être neutre, puisque c'est un petit peu pour vous illustrer mon topo, mais il n'empêche qu'il y a d'autres sociologues qui ont pris le temps d'étudier bien Petit Ours Brun, et vous retrouvez... donc là, il est avec papa. Vous avez vu comment il est, Petit Ours Brun, avec papa? Il chahute. Vous voyez la stimulation moteur? Avec maman, qu'est-ce qu'il fait? Il offre des fleurs, il est dans la douceur. Maman, elle le nourrit. Vous voyez tout ce côté maternel. Et avec maman dans la photo, je ne sais pas si vous arrivez à voir clair, là, il aide maman en tâches ménagères. Ça, c'est nouveau. Mais c'est maman qui l'aide. C'est pas papa. On voit bien qu'elle a le tablier, c'est pas papa qui met les linges dans la machine. Voilà, je vous fais un petit clin d'œil aux travaux de Kaufmann, la répartition des tâches ménagères. Vous connaissez ça? C'est assez génial. Donc là, vous avez quand même une bonne représentation de transmission qui est très importante. Il y a des recherches qui ont été faites et qui montrent bien l'importance de ces stéréotypes, entre guillemets. On dit stéréotypes, c'est un petit peu négatif, mais ces représentations un petit peu fixées des rôles domestiques pour madame, liés à la force physique pour monsieur, etc. Dans les albums pour enfants. Et les albums, on les trouve à l'école, on les trouve à la crèche, on les trouve chez les nourrices, et on en reçoit en cadeau, et on se les échange, et on les achète à la brocante, etc. Donc on en a tous, enfin les petits-enfants. Bon, tout ça je vous l'ai raconté. Donc on voit bien que même si le couple, les parents, ils veulent fonctionner autrement, transmettre une certaine mixité, une certaine égalité, mais il y a quand même des influences extérieures qui vont intervenir. Après, l'enfant, il fait son tri. Et après, voilà, c'est pour vous montrer que c'est compliqué. On a quand même d'autres vecteurs de transmission traditionnelle des rôles. La société, si vous voulez, par ces différents médiums, se charge de transmettre ces traits culturels. On va rentrer dans la norme. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les dessins animés, la publicité. Ça, sur Internet, vous en avez plein des exemples sur les publicités sexistes, il y en a plein. Mais aussi, bon, donc la télévision plus largement, on a des films, etc. Donc, vous avez des modèles dits traditionnels, on pourra revenir dessus si vous voulez, qui sont proposés de toute façon aux enfants. Donc, même si les parents ils vont décider de fonctionner autrement, on leur propose quand même ces modèles. Donc, il y a un point, j'avais vu ça avec les travaux de Dominique Pasquier, qui a démontré que les jeux vidéo aussi, on n'y pense pas forcément, mais les jeux vidéo, ils sont très importants aussi dans la construction des jeunes, moins des tout petits. Donc maintenant, ils ont les tablettes, les tout petits. Là, ils ont 3 ans, ils ont déjà la tablette et ils sont très actifs, parfois beaucoup mieux que nous. Et donc là, il y a des jeux, et les jeux vidéo, bon, surtout pour les adolescents, ils ont montré aussi que il a montré, puisque c'est un chercheur, que c'est déterminant pour la construction identitaire, en particulier des garçons. Vous savez, tout ce développement, ce déploiement de la stratégie, de la force physique, de l'habileté, de la réactivité, tous ces attributs qu'on associe généralement aux hommes. Je dis bien généralement parce que les choses changent quand même. Alors évidemment, je ne pouvais pas me passer de vous présenter le cas des jouets. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette polémique. Les sociologues se sont amusés à étudier les jouets qui étaient proposés aux enfants. Alors, vous savez, il suffit de regarder un catalogue de vente par correspondance. Qu'est-ce qu'il y a comme jouet pour les petites filles? Les poupées, la dinette,
Oui, l'aspirateur, l'horrible cadeau. Même pour les garçons, je pense que c'est horrible. Hein. Mais on leur offre pas ça. Vous voyez, donc pour les filles, on est dans le domaine de la séduction. Hein, pensez au maquillage, aux bijoux, aux perles, nanana. Les filles, on est dans la séduction et puis la sphère maternelle, familiale, l'harmonie, voilà. Et les garçons, les garçons, c'est le pendant. Hein, on est dans la guerre, on est dans la construction stratégique, on est dans quelque chose. La petite voiture. Donc je ne suis pas rentrée dans le détail, mais bon voilà, vous connaissez déjà tout ça. Alors là, qu'est-ce que c'est cet exemple de Barbie? Ça c'est un ouvrage qui est pourtant sorti en 2010. Hein. Donc ils ont mis 4 ans pour le retirer. Donc clairement, dans ce livre, Barbie elle veut devenir ingénieure informatique. Et en fait, elle ne s'en sort pas sans l'aide de ses copains, Brian et j'ai oublié son nom, Steven. Et elle s'en sort pas. Donc elle va s'occuper du design du programme informatique. Bon, au bout de 4 ans, Mattel s'est excusée et le livre a été retiré d'Amazon. Voilà. Un autre jeu, là, très intéressant, ça je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors je vous ai mis le topo parce que quand même je ne pouvais pas ne pas laisser le journaliste parler, je trouve qu'il est très clair. Lucasfilm, donc je pense que les producteurs, ont demandé aux fabricants de jouets d'exclure les figurines de Rey, l'héroïne de Jedi, parce que les garçons ne veulent pas de produits avec un personnage masculin. Comment? Il y a un quoi féminin, il y a un féminin, ça va pas. Eh bien, je me suis trompée. Oui, c'est une grosse coquille. Pardon. Ah oui, c'est ça. Avec un personnage féminin. Excusez-moi. C'est bien, vous l'avez vu tout de suite. Quand je réfléchissais. Non, c'est une coquille énorme. Comme ça, on la voit. Donc, on a déjà vu ce cas qui peut sembler un peu surprenant, on va dire. En tout cas, suffisamment pour qu'il fasse un article dessus. Ce qui est rigolo, c'est que c'est à chaque fois un an d'intervalle sur leur article. Vous savez le film de super-héros Avengers? Vous connaissez? Moi je ne connais pas, mais voilà. Il y a un personnage qui s'appelle la Veuve Noire, qui apparemment dans le film débarque d'un avion sur sa moto. Et ils ont sorti des jouets là, avec le film. Et en fait, on ne peut pas mettre de personnage féminin sur la moto. Donc ça ne correspond même pas au film. Non, ça va loin quand même, hein, la force des représentations. Et je vous avais promis les petits jouets Kinder. Ou plus exactement, les œufs Kinder. Donc là, c'est un petit panel, hein, où vous pouvez avoir des choses qui ont l'air relativement neutres, mais quelque part, on reconnaît un petit peu Spider-Man, on distingue de Minnie, enfin, on voit aussi la couleur des œufs qui peut peut-être un peu influencer sur ce qu'on attribue avec lui. Ça, c'est une vision un petit peu générale, mais vous avez une version un petit peu plus caricaturale avec la dernière collection de Kinder Surprise. Vous voyez, le présentoir, il distingue voilà. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec les garçons? Il y a très très méchant, le dinosaure, scientifique. Ah oui, ça c'est l'élément que je n'avais pas donné. Avec la stratégie. Et mademoiselle, elle est en rose. Elle s'occupe du petit chien, autre forme de maternité. C'est la dernière collection, ça en va. Les autres, vous les connaissez, ça date un petit peu. Les petites princesses, Blanche-Neige, tout ça, ça date. Et puis, il y en a eu d'autres. Donc, vous voyez, ce qui est assez intéressant quand même, c'est que dans cette dernière collection, parce qu'on reconnaît les personnages, les jouets garçons-filles, vous avez une publicité générale où vous avez la douceur qui est associée aux garçons. Vous voyez, il y a quand même des choses qui changent un petit peu dans la représentation. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça il faut que je le rappelle que ce qui est de l'ordre de la culture, ce qui est construit, on peut le changer. La différence avec la nature. C'est difficile de changer. Bon, maintenant, on a des opérations biologiques, hein, on le sait, des opérations chirurgicales et tout. C'est un petit peu compliqué. Mais on peut le faire, c'est vrai, mais c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Le culturel, on peut modifier. Et là, c'est un exemple de modification un petit peu en cours. Là, c'était une collection d'avant où on retrouve Barbie, qu'est-ce que vous voulez, et puis les voitures, et on est toujours dans un petit peu des stéréotypes.
Alors, là, on va se tourner un petit peu vers l'école. Vous savez que l'école est une institution démocratique, en tout cas chez nous, en France. Et qu'est-ce qui est inscrit dans la Constitution? C'est l'égalité. Exactement, il y en a d'autres, mais l'égalité, ça veut dire aussi l'égalité des sexes. Donc l'école, normalement, c'est le vecteur qui doit garantir, parce qu'évidemment les familles ont certainement des idées très réactives, très conservatrices, on peut jouer avec les mots, mais l'école, non, l'école, il faut qu'elle transmette une certaine mixité. Elle fait tout ce qu'elle peut. Là, vous avez pléthore d'articles sur la question. Il y a des sociologues qui sont vraiment spécialisés sur le monde de l'éducation. Mais là encore, quand on fait des recherches universitaires, je vous ai dit, il y en a pas, eh bien on s'aperçoit que la transmission, elle est sexuée. C'est-à-dire qu'elle dépend, encore une fois c'est dans les deux sens, et du sexe de l'enfant qui apprend, et du sexe de l'enseignant qui transmet. Alors, l'école... Allez, un petit peu de chiffres pour montrer que je suis sociologue aussi sur les bords. Ah ben ça marche pas. Oh non, oh non.